Pauline, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Génial, génial. Alors, Pauline va nous parler de la santé féminine et plus particulièrement de comment vivre, enfin comment mieux comprendre aussi et vivre ces cycles menstruels. Donc elle va commencer dans une petite minute. Avant ça, quelques petites infos, avant de commencer. Pendant le webinaire, vous pouvez poser, toutes vos questions, dans la rubrique questions, donc dans le petit chat, à droite. Nous y répondrons au moment des questions-réponses, donc à la fin de la présentation. Mhm. Euh, Également, vous pourrez retrouver le replay ainsi que la présentation donc sous format slide sur la plateforme Simplicure après le webinaire également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Simplicure, je vous mettrai le lien sur la droite. Et voilà, Pauline, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, en effet, on va parler un peu plus santé féminine. Donc, je suis spécialisée en micronutrition, mais tout particulièrement dans la santé de la femme. Et aujourd'hui, on va vraiment aborder les cycles menstruels de façon générale, dans le sens où, voilà, on ne va pas aborder les pathologies type endométriose, syndrome des ovaires polykystiques ou quoi, mais vraiment une femme en bonne santé pour qu'elle apprenne à comprendre ses cycles, mieux vivre ses cycles, parce que être une femme, au final, je me rends compte, moi, en consultation, j'en ai beaucoup qui ne comprennent pas comment son cycle fonctionne, et ça, peu importe l'âge, alors qu'en vrai, c'est très, très important. Donc aujourd'hui, vraiment, les objectifs, ça va être, donc, comme je l'ai dit, de connaître et comprendre son cycle menstruel. On parlera un peu des hormones. Alors évidemment, ça va être très global, dans le sens où, en aucun cas, je vais vous faire un cours de physiologie et d'anatomie très compliqué. On apprendra à connaître son syndrome prémenstruel et quels symptômes nous touchent, nous, particulièrement. Et comment est-ce qu'on peut être en harmonie avec son syndrome prémenstruel et son cycle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à divers symptômes. Donc au niveau du programme, on verra les bases, les différents symptômes du syndrome, comment gérer son alimentation pour mieux vivre son cycle, et sincèrement, des choses qui sont très efficaces, c'est les plantes et la micronutrition pour apprendre un peu à gérer tout ça. Donc je vous donnerai des petites solutions et des choses à mettre en place dans votre quotidien qui pourront peut-être améliorer vos problématiques. Donc le cycle menstruel, déjà, c'est quoi? Par définition, je pense que c'est important de le rappeler, même si on est une femme et qu'on sait voilà, ce que c'est les règles, les choses comme ça. C'est quand même donc un ensemble physiologique naturel, donc de la femme, qui prépare l'organisme à avoir éventuellement une fécondation. Et du coup, ça commence de la première fois où on a nos règles à la puberté jusqu'au dernier jour où est-ce qu'on n'aura plus nos règles, et c'est la ménopause. La ménopause, je le rappelle, c'est 1 an complet sans menstruation. Donc ça veut dire que même si vous êtes en préménopause et vous avez eu des règles 3 fois dans l'année, vous n'êtes pas encore ménopausée. On parle vraiment de ménopause quand pendant une année complète, vous n'avez pas vos règles. On parle d'une durée normale de cycle de plus ou moins 28 jours, et surtout, voilà, on peut avoir à peu près plus ou moins 7 jours. Ça va varier en fonction après du stress, de ce qu'on peut vivre au quotidien. Et du coup, notre cycle est composé donc de 2 phases principales, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire, c'est donc le premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, votre ovulation, et la phase lutéale, c'est de l'ovulation jusqu'à vos règles. Donc c'est vraiment des petits rappels, mais voilà, des fois on comprend pas toujours comment ça fonctionne. Mais quand on parle d'un cycle menstruel, c'est du premier jour de vos règles jusqu'en fait au 28e jour, donc jusqu'à la fin de votre phase lutéale. Pour les hormones, c'est pareil, il y en a plein, c'est un peu compliqué. Et là n'est pas le but de vous perdre, mais c'est que vous compreniez encore une fois comment ça fonctionne. Il faut savoir que vos règles ne commencent pas qu'au niveau de vos ovaires, parce qu'on a tendance à penser ça, en fait, on a vu qu'on a mal un peu au bas du ventre, on va dire, voilà, c'est mes ovaires qui travaillent, mais pas du tout. En réalité, vos premières hormones sont sécrétées au niveau du cerveau, et notamment au niveau de votre hypothalamus, qui est une toute petite glande, en fait, si vous voulez, c'est un petit organe qui va sécréter une hormone qui s'appelle la GnRH, et cette GnRH va permettre de sécréter 2 hormones qui sont la FSH et la LH. Et généralement, quand on fait des prises de sang pour voir un peu où on en est au niveau de notre cycle menstruel, ou pour doser au niveau hormonal, on va doser la FSH, la LH, les oestrogènes, la progestérone, mais c'est important de comprendre que ça commence quand même au niveau de votre cerveau. Donc la FSH, elle est là pour surtout lancer le signal du début de cycle et stimuler en fait la croissance de vos follicules, parce que si on le voit sur le schéma précédent, les ovules, on est sur quelque chose qui grossit jusqu'à ce qu'en fait, au moment de l'ovulation, hop, ça s'expulse
et du coup, on parle de tout simplement une croissance de follicules. Et la LH, elle, c'est une hormone qui va se déclencher au niveau, enfin voilà, qui va déclencher le pic d'ovulation, et donc elle va être sécrétée surtout à ce moment-là du cycle, pendant la phase ovulatoire. Mais ce qui va vous intéresser, ça va être surtout le rôle des oestrogènes, de la progestérone, etc. Et pourquoi en fait je vous parle de ça? Tout simplement parce que si on veut comprendre son cycle menstruel, c'est indispensable de comprendre le rôle de nos hormones. Parce qu'en fait, il y a certaines femmes qui vont avoir des carences en oestrogènes, donc elles ne vont pas avoir les mêmes symptômes que quelqu'un qui va avoir une carence en progestérone, ou à l'inverse, qui va avoir trop d'oestrogène ou trop de progestérone. Donc en fait, déjà, de comprendre le rôle des oestrogènes et le rôle de la progestérone, ça permet de comprendre son cycle. Donc, par exemple, on sait que les oestrogènes vont avoir un impact sur la croissance mammaire. Donc, une femme qui, pendant qu'elle va avoir un cycle menstruel un peu compliqué, peut avoir des douleurs et des tensions mammaires, généralement, c'est quand les oestrogènes sont en quantité un peu plus importante. On va avoir aussi une répartition des graisses gynoïdes, donc au niveau des hanches, du ventre et des fesses. Ça, c'est vraiment, voilà, en fait, si vous voulez, les oestrogènes, c'est toutes les hormones qu'on va sécréter, surtout au début en fait, de notre adolescence. Le remodelage osseux, la féminisation de la voix, ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous faites du chant ou de la chorale ou des choses comme ça, votre voix peut varier en fait en fonction de votre cycle. Et les moments où vous avez plus d'œstrogènes, vous allez avoir une voix un peu plus douce, un peu plus féminine, à l'inverse des moments où du coup vous êtes peut-être en chute hormonale avant vos règles, où on va avoir une voix un peu plus grave. La beauté de vos cheveux, c'est aussi en lien avec ça. En fait, les oestrogènes, si vous voulez, ça fonctionne en mode récepteur. Vous avez vos cellules et sur vos cellules, vous avez des récepteurs aux oestrogènes. Et forcément, du coup, si vous avez des récepteurs, ça va avoir un impact sur plein de choses dans votre corps. Donc, ça peut aussi avoir un impact sur vos cheveux. Au niveau un peu plus utérin, vous allez avoir un épaississement de l'endomètre. Ça, vous n'allez pas le sentir, mais c'est tout simplement pour que l'ovule puisse normalement s'accrocher. Vous pouvez avoir une modification des glaires cervicales, donc pareil, pour favoriser le passage des spermatozoïdes. Lubrification vaginale. En fait, vraiment, les oestrogènes vont avoir un impact, j'ai envie de dire, au niveau fécondité, parce que c'est aussi à ce moment-là où on va avoir plus de libido, etc. Donc, en fait, ils sont vraiment hyper importants pour la fécondité, parce que ça améliore toute cette notion de libido, que le spermatozoïde passe bien, etc. Pour la progestérone et la testostérone, car oui, vous êtes des femmes, mais on a quand même une petite quantité de testostérone de manière, de plus ou moins importante en fonction de la femme, mais du moins, on a quand même de la testostérone. Mais la progestérone, donc c'est l'autre hormone dont on parle beaucoup. D'ailleurs, quand on parle de pilules contraceptives, on parle soit de pilules œstroprogestatives qui vont avoir et des oestrogènes et de la progestérone, ou alors on va avoir des pilules que progestatives qui ne contiennent que de la progestérone. En tout cas, c'est vraiment l'hormone de la gestation. Ça, c'est hyper important de le comprendre également. Elle va avoir un effet un peu où on va se détendre, on va avoir une baisse de la libido, vous allez avoir un peu plus chaud, quand on en sécrète un peu plus, voilà, c'est tout à fait normal. Des relâchements aussi des muscles. Il faut savoir que, pareil, si à l'inverse, vous êtes sportive, pendant votre cycle menstruel, vous allez des fois vous sentir plus forte, des fois vous allez vous sentir plus endurante, des fois vous allez vous sentir plus affaiblie, tout simplement parce que vos hormones féminines, et malheureusement on ne peut pas y changer grand-chose à l'inverse des hommes, qui eux ont des hormones beaucoup plus lisses, on va dire. Mais nous, voilà, à cause de notre cycle menstruel, on va par exemple au début après nos règles, vous allez souvent vous sentir un peu plus forte, avoir plus de force. Si vous faites de la musculation, vous allez pouvoir pousser un peu plus lourd. Et à l'inverse, quand on se rapproche des règles, généralement, on a moins de force et du coup, on va se sentir un peu plus fatigué, mais c'est dû au relâchement des muscles. Et la testostérone qui a donc un effet excitant qui augmente la libido, ça améliore la mémoire, ça diminue la masse grasse. Voilà, c'est aussi quand même une hormone qui est hyper importante parce que des fois, on peut être une femme en déficit de testostérone et ça peut causer du coup des baisses de la libido, des difficultés de prendre la masse musculaire. Au niveau du sommeil, ça peut être compliqué et ça peut venir de ça. Je voulais faire quand même un lien entre le gras et les règles, car on a souvent peur du gras en se disant « Oh là là, si je mange gras, ça fait grossir ». Alors évidemment, attention, je vais parler du gras de bonne qualité, les huiles, les graisses qu'on peut retrouver dans les œufs, tout ce qui est un peu plus viande rouge, beurre. Il ne faut pas les supprimer, mais il faut faire plus attention forcément, parce que c'est des graisses qui sont, on va dire, plus à risque au niveau cardiovasculaire. Mais dans tous les cas,
le gras est indispensable pour sécréter vos hormones sexuelles. Alors, vous n'êtes pas obligé de comprendre c'est quoi une mitochondrie, etc. Ça, c'était vraiment un schéma que j'avais réalisé quand j'avais formé pour le cycle de la femme. Mais c'est surtout que vous compreniez que vous avez votre molécule de cholestérol, donc votre molécule de graisse, qui, par par diverses réactions, va permettre de pouvoir sécréter votre progestérone et vos oestrogènes. Donc, super important d'avoir une alimentation qui contient quand même suffisamment de graisse. Il ne faut pas être en excès, évidemment. Mais voilà, il faut quand même il ne faut pas supprimer le gras de son alimentation parce qu'au final, si vous le supprimez, vous pouvez avoir des dérèglements de cycle menstruel ou à l'inverse, vous pouvez même perdre carrément vos règles si vous ne mangez pas suffisamment gras. Donc, très important quand même cette petite aparté. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien aborder parce qu'on a tendance à penser que le gras, c'est mauvais, alors qu'en fait, au niveau hormonal, il n'y a pas meilleur que le gras. Maintenant qu'on a un peu les bases, on va vraiment pouvoir voir c'est quoi le syndrome prémenstruel et comprendre un peu les symptômes. Donc, par définition, c'est un ensemble de symptômes qui peuvent être donc déclenchés de la phase lutéale, donc on va dire à la fin, J26, J24 en fonction des femmes, jusqu'au début des règles. Ça touche quand même 20 à 40% des femmes, c'est beaucoup. Il faut comprendre qu'il y a certaines femmes chez qui c'est très handicapant, mais il y a des solutions. Et dans 5% des cas, on parle, si vous voulez, de TDPM. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont touchées par ça. En fait, c'est vraiment une urgence psychiatrique parce qu'on va avoir des troubles psychiatriques, des idées noires, des idées suicidaires, des troubles dépressifs, etc. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas... c'est pas de votre faute. Si vous voulez, les syndromes prémenstruels, alors on n'a pas la cause exacte, mais on suppose que c'est dû à la chute des hormones. Donc du coup, ce syndrome prémenstruel-là, il est dû à une chute très violente de vos hormones et il faut vraiment penser à aller consulter soit votre médecin, soit un gynécologue. Il y a des traitements qui peuvent être mis en place juste pendant cette phase où on se base sur des antidépresseurs et ou des anxiolytiques. Mais sachez que si vous trouvez que pendant votre cycle menstruel, ça ne va pas du tout au niveau psychique et psychiatrique, vraiment aller consulter, c'est très très important parce que vous allez vous sentir vraiment mieux et il ne faut jamais rester avec ce genre d'idée-là. Mais ça, encore une fois, ça ne concerne que 5% des cas. On va dire de façon globale, quand on parle du syndrome prémenstruel, on va avoir des symptômes physiques et des symptômes psychiques. Donc au niveau physique, on va parler de tension mammaire, de prise de poids, de gonflement de façon générale, on sent qu'on fait plus de rétention d'eau, des ballonnements, des douleurs abdominales, des douleurs lombaires. Et au niveau des symptômes psychiques, on va avoir plutôt la tristesse, encore une fois, pas de manière aussi marquée que le TDPM. Ça va être vraiment, on se sentir un peu plus triste, un peu plus émotive, on peut avoir un manque d'énergie, un passif. Au niveau, faut pas trop nous embêter, quoi. On va dire, c'est des choses, Mais je sais que moi, j'ai des patientes qui le vivent quand même très mal parce qu'il y a des personnes, c'est pas agréable, mais on arrive à vivre avec. Et il y en a où elle me dit, mais moi, j'en peux plus parce que vraiment, avant d'avoir mes règles, je suis épuisée, j'en ai marre parce que je suis hyper irritée. Et en fait, c'est difficile, mais c'est normal. Et encore une fois, on le verra à la fin, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place des fois pour pallier tout ça, pour que vous vous sentiez mieux. Donc, comme je le disais, les causes, malheureusement, la femme n'est encore pas très bien étudiée dans la science, mais on a plusieurs raisons qui expliquent ce syndrome prémenstruel. Ça peut être dû à une chute des oestrogènes. Alors, j'ai mis vraiment ce petit schéma qui est très bien fait parce qu'il va me servir pour vous expliquer plein de choses après. Ça peut être dû à des carences en sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone du bien-être, enfin, c'est un neurotransmetteur, on va dire plutôt, du bien-être, de magnésium et de calcium. Ça, par contre, le magnésium, on a remarqué, il y a des études qui le montrent, que des personnes qui sont en carence de magnésium peuvent avoir des syndromes prémenstruels plus marqués et des douleurs plus marquées. Le magnésium, c'est quand même un minéral qui est relaxant et même au niveau du stress et du sommeil, il a un véritable impact. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est un des minéraux dont on est le plus en carence, mais dont on ne se supplémente pas. Donc ça, on le verra aussi à la fin, mais ce magnésium, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et en plus de ça, on est très souvent carence en magnésium parce qu'en fait, on l'élimine très facilement par les urines quand on est stressé, etc. Le calcium aussi peut avoir un impact dans les hypothèses, dans les carences, on va dire, de façon générale, qui peuvent empirer les syndromes prémenstruels.
On peut avoir après des hypoglycémies, des modifications du métabolisme, la fluctuation du taux oestrogène-progestérone, enfin voilà, ça c'est très global, c'est plus hormonal. Il y a aussi quand même une des hypothèses qui est la prédisposition génétique. On se rend compte que les femmes qui ont un syndrome prémenstruel plus important, leur maman ou leur grand-mère également, donc c'est hyper important d'en avoir conscience. Et par rapport aux oestrogènes et à la progestérone, on sait que ça va quand même entraîner une rétention transitoire des liquides. En fait, on sait que la progestérone, donc le moment où là, vous diminuez au niveau de la progestérone dans la phase lutéale, ça a tendance à faire sortir l'eau de vos cellules. Et en fait, c'est ça qui fait que vous allez gonfler. C'est pour ça que je dis que ce schéma va vraiment me servir parce que du coup, c'est vraiment la phase lutéale qui cause un petit peu ces syndromes prémenstruels-là. Et en fait, c'est dû à la chute de la progestérone et à la chute des oestrogènes. À noter aussi que vous allez avoir d'autres symptômes, par exemple la constipation pendant la phase lutéale et à l'inverse, vous allez avoir peut-être un transit plus rapide pendant la phase folliculaire. La constipation vient du fait que, pareil, c'est toujours à cause de la progestérone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la progestérone, elle a un rôle de relâchement musculaire. Et si vous relâchez vos muscles, ça veut dire que vous n'allez plus avoir de spasmes. Et normalement, quand on a un transit régulier, ça fait des microspasmes. Bon, vous ne le sentez pas du tout, hein. Mais en fait, vos muscles, ils se contractent et c'est ça qui permet, si vous voulez, de faire avancer votre bol alimentaire tranquillement vers votre transit. Et ces spasmes-là ne se font plus parce que il y a tout simplement un relâchement des muscles, donc on est plus constipé. Et à l'inverse, du coup, on va avoir un peu plus le transit rapide pendant nos règles parce que du coup, on reprend un rythme normal. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La rétention d'eau, je l'ai expliqué que c'était aussi donc la cause des oestrogènes qui chutaient. Et alors, par rapport à tout ce qui est sérotonine, dopamine, le bien-être, ça, on se rend compte que c'est aussi à cause de la chute des oestrogènes et de la chute de la progestérone. Donc, généralement, c'est à ce moment-là aussi du cycle que vous allez avoir beaucoup plus envie de grignoter, d'envie de sucre et de choses réconfortantes. C'est parce qu'en fait, votre cerveau va chercher à avoir un peu plus d'aliments plaisir pour essayer de remonter un peu ces taux de sérotonine, dopamine et pour que vous soyez vraiment mieux moralement. Bon, encore une fois, c'est des hypothèses, même si maintenant on est quasi sûr que ça vient de la chute des hormones, etc. On est encore en recherche. Par rapport aux troubles du cycle, alors, il y a plusieurs troubles. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas tout mis parce qu'en fait, il y a plein de SPM différents. J'ai mis les principaux qui sont l'aménorrhagie, les dysménorrhées, les migraines également. Les ménorrhagies, alors même si ça, c'est pas vraiment un syndrome prémenstruel, mais ça en fait partie aussi, c'est quand on a des règles très abondantes. Il faut savoir qu'on parle de règles abondantes lorsqu'elles dépassent 80 millilitres par jour. Et surtout, vous devez changer en fait plusieurs fois, toutes les heures quasiment, votre protection. Dans ces cas-là, on parle de vraiment règles abondantes et surtout, c'est aussi si elles durent plus de 7 jours. Les dysménorrhées, ça va être soit les douleurs 1 jour à 3 jours avant les règles et au moment des règles. À noter, si vous êtes quelqu'un qui souffre d'endométriose, je perds ma voix. Si vous êtes quelqu'un qui souffre d'endométriose, les dysménorrhées, c'est vraiment pendant les règles. Généralement, on n'a pas de douleur avant les règles. Là, donc, si on parle de dysménorrhée liée au syndrome prémenstruel, ça va subvenir généralement avant et au moment, surtout le premier jour des règles, et après, ça s'atténue. On peut avoir aussi les migraines, et quand on a des migraines liées au cycle menstruel, on appelle ça des migraines cataméniales, qui est due à la chute du coup des oestrogènes, oestradiol, c'est la même chose, des oestrogènes. Donc ça, c'est vraiment des choses où, en fait, comme je le remonte sur le schéma ici, ça va arriver, sur la phase lutéale et ça peut continuer au début de la phase folliculaire ou alors vraiment juste à la fin. Au niveau des pics de forme, vous êtes très en forme généralement à ce moment-là, au niveau de la phase ovulatoire, et puis après, ça diminue petit à petit. Il faut savoir aussi que les migraines peuvent être dues à un changement de pilule ou d'arrêt de la contraception. C'est pareil, forcément, ce que je dis là, ça va être surtout pour les femmes qui n'ont pas de contraception hormonale. Si vous avez un stérilet au cuivre, ça fonctionne parce que du coup, il n'y a pas d'hormones. Par contre, si vous avez un stérilet hormonal, il y a certaines femmes qui n'ont plus les règles avec le stérilet hormonal. Et si vous êtes sous pilule et malgré la pilule, vous avez quand même des douleurs de règles, soit vous pouvez changer de contraception parce que ça ne vous convient pas. Mais là, je parle quand même de façon générale pour les femmes qui n'ont pas forcément de moyens de contraception.
La question aussi qui est: pourquoi est-ce que j'ai plus faim avant mes règles? Ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup parce qu'en fait, on se dit: «Oh là 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 là, ça y est, je vais prendre du poids parce que, avant mes règles, je mange beaucoup plus», et cetera. C'est quelque chose de normal et d'hormonal. On peut pas alors je dis pas qu'on peut rien y faire, mais il faut avoir plusieurs enfin, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que vous avez une augmentation du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone, du stress et quand vous allez avoir vos règles, ça stresse légèrement votre organisme et du coup, c'est le cortisol, quand on en sécrète beaucoup, on a tendance à être un peu plus, déprimé et voilà, se sentir, plus angoissé et donc la nourriture devient un peu un doudou. Ça nous apporte de la sérénité et ça nous fait beaucoup de bien. Après, il faut savoir aussi que le cortisol, c'est une hormone qui peut avoir un impact sur vos règles, dans le sens où, quand je vous disais que tout à l'heure, pour sécréter des hormones sexuelles, il vous fallait des molécules de cholestérol et donc des molécules de gras. Ces molécules de gras-là servent aussi pour le cortisol. Donc, des fois, si vous avez des gros, gros pics de stress dans votre vie et que vous sentez que vous n'allez pas avoir vos règles, c'est peut-être tout simplement parce qu'en fait, au niveau hormonal, ça se chevauche parce que la molécule, comme j'ai dit, de gras est utilisée en fait pour les différentes hormones. Le cortisol, c'est vital. Les hormones sexuelles, ça ne l'est pas. Donc, le corps a tendance à privilégier la réponse au cortisol par rapport à la réponse aux hormones sexuelles. Donc ça peut arriver, en tout cas quand on est stressé, de ne pas avoir ses règles à cause de tout ça. Donc si on en revient après à la fin, la raison aussi, c'est que vous allez avoir des pertes en glucose. Donc des pertes en glucose, c'est des pertes de glucides, c'est normal. Et votre corps, quand il répond à tout ça, il va demander des aliments plus riches en glucides. La diminution des oestrogènes, donc la chute des oestrogènes, va engendrer une diminution donc, de la sérotonine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, encore une fois, votre alimentation va être un doudou, un réconfort. Et généralement, on n'a pas envie de manger des carottes à ce moment-là. On a envie de manger des aliments qui nous font plaisir. Et les aliments qui nous font plaisir, forcément, ils sont un peu plus riches. Une autre aussi explication, je ne l'ai pas mis parce que c'est pareil, ça explique, mais ça justifie pas tout. C'est qu'avant vos règles, votre métabolisme, donc les calories que votre corps brûle, va légèrement augmenter. Parce qu'en fait, c'est fatigant pour votre corps d'avoir ces règles. Donc généralement, on a une augmentation de notre métabolisme. Donc en fait, vous allez avoir plus faim parce que votre corps va demander un peu plus d'énergie. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Il faut savoir s'écouter. Si vous avez un peu plus faim au repas, mangez un peu plus. Parce que si vous vous dites oh là là, j'ai faim, mais qu'en fait, vous ne mangez pas parce que vous avez peur de prendre du poids, par exemple, et tout simplement, vous allez grignoter encore plus parce que votre corps va avoir tout simplement plus faim. Donc, hyper important d'avoir conscience que si on a un peu plus faim pendant nos règles, il faut savoir s'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui se régule très bien, généralement. Gardez un rythme alimentaire avec vos 3 repas par jour. S'il y a besoin de faire une collation parce que vous avez plus faim, faites une collation. Encore une fois, vous n'allez pas prendre de poids. Sachez que pendant vos règles, vous pouvez prendre jusqu'à 4 kilos quand même. Donc, c'est beaucoup. Et c'est pas du gras, c'est tout simplement de la rétention d'eau. Donc, quand vous vous pesez à l'approche de vos règles ou pendant vos règles, ne commencez pas à paniquer, à vous dire « Oh là là, ça y est, j'ai mangé un peu plus de chocolat que d'habitude et j'ai pris du poids », parce que votre corps est très bien fait. À aucun moment, vous allez grossir parce que vous allez manger un peu plus de chocolat pendant 2 ou 3 jours. Mais par contre, vous allez faire beaucoup plus de rétention d'eau. Donc, on ne se pèse pas à ce moment-là de la vie. Il n'y a pas d'intérêt. On écoute ses sensations alimentaires. Si on a un peu plus faim, on augmente un peu nos apports et il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que plus vous allez vous écouter au niveau des sensations alimentaires, moins vous allez avoir envie de craquer sur du sucre par la suite. Donc ça va avec ce que je vous disais par rapport à la prise de poids. Généralement, donc le début de la deuxième partie du cycle, on a tendance à prendre du poids, donc dû au déséquilibre œstrogène-progestérone, parce que du coup, au départ, c'est à peu près équilibré, on a à peu près la même sécrétion, puis à un moment donné, on a plus d'œstrogène et moins de progestérone, et ça engendre donc de la sortie d'eau, et ça va faire de la rétention d'eau. Et à la fin du deuxième cycle, ça s'inverse, ça va aussi créer un déséquilibre, et c'est ce qui va créer de la constipation aussi, c'est ce que je disais. Donc forcément, qui dit constipation dit qu'on va prendre un petit peu de poids, parce que par rapport à d'habitude, si vous allez à la salle 1 à 2 fois par jour, forcément, là, ça va faire un peu de poids en plus. Et on peut prendre encore une fois jusqu'à 4 kilos, donc pas de stress, ça va très bien se passer, même si c'est pas très agréable, c'est complètement normal.
Maintenant, au niveau de l'alimentation et de la micronutrition. Alors, ce que je vais expliquer pendant cette partie, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais il faut avoir conscience, au niveau de l'alimentation, que plus vous allez être régulier dans votre quotidien hors règles, j'insiste vraiment là-dessus, mieux vous allez vivre vos règles. C'est-à-dire que ça sert à rien de vous dire: «Oh là là, mes règles approchent, donc je vais faire attention à mon alimentation pour être tranquille» et puis une fois, en fait, que vos règles sont passées, hop, on fait plus attention à notre alimentation. Que ce soit de toute façon par rapport à une alimentation équilibrée pour votre santé ou par rapport à votre cycle ou par rapport au fait que vous voulez éviter certains symptômes, c'est hyper important de bien manger de façon générale. Donc l'alimentation, on est sur quelque chose de très simple, qui est garder une alimentation équilibrée tout le long du cycle, toute sa vie, pour être en bonne santé, pour avoir un poids de forme stable. Et ça, du coup, ça veut dire qu'il nous faut féculents, légumes, protéines et du coup de la matière grasse quand on cuisine à chaque repas. J'insiste vraiment à chaque repas. Je vois beaucoup de personnes qui font encore que féculents, protéines ou que légumes, protéines. Mais en fait, c'est normal que vous allez avoir faim avec ce déséquilibre-là parce qu'en fait, vous apportez jamais dans l'entièreté ce dont votre corps a besoin. Donc, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'équilibre alimentaire de façon générale, mais il vous faut des féculents, des légumes, des protéines tout le temps, toute la journée. Surtout, donc c'est le point que j'ai mis après par la suite, avoir un bon apport en protéines du matin au soir pour limiter les fringales. Les protéines, c'est l'apport qui est le plus rassasiant de toute votre alimentation parce que c'est très long à digérer. Et généralement, on a des envies de sucre parce qu'on ne consomme pas assez de protéines. Je vois des patients qui vont me dire: mais si, je mange des protéines, je mange un œuf ou je mange 2 aiguillettes de poulet. Et puis le matin, on se mange juste nos tartines de pain ou du beurre ou on mange rien du tout parce qu'on a l'habitude de ne pas prendre de petit-déj. Bah, si vous avez un déficit en protéines dans votre alimentation, vous allez avoir beaucoup plus de fringales et beaucoup plus envie de sucre. Pendant les règles, ça va empirer, mais même en dehors du cycle. Donc, c'est hyper, hyper important d'avoir cette notion de protéines du matin au soir. Donc, le matin, vous pouvez manger salé avec des œufs, des choses comme ça, ou vous pouvez aussi intégrer des petits Suisses, du skyr qui peuvent aussi vous aider. Le midi et le soir, quand je parle d'un bon apport en protéines, c'est vraiment une portion complète. Donc, ça va être un blanc de poulet, 2 œufs, enfin voilà, on est entre 100 et 150 grammes, 150 grammes de lentilles, de pois chiches, ça peut être un steak haché, voilà. Mais il vous faut suffisamment de protéines et vous me direz merci. Je pense que c'est une des choses que je corrige le plus en consultation et à chaque fois on me dit: «Oh, c'est incroyable en fait, je me sens tellement mieux depuis que je mange suffisamment de protéines». Mais voilà, ça a vraiment un impact. Donc, on garde cette alimentation-là tout le long. On essaie de limiter les produits transformés et de manger le plus brut possible pour votre santé. Encore une fois, c'est hyper important, mais aussi parce que si vous êtes quelqu'un qui a un syndrome prémenstruel assez important, les produits transformés sont très riches en graisses de mauvaise qualité, donc ça va diminuer le terrain inflammatoire. Il faut savoir qu'en fait, j'aime pas parler d'alimentation anti-inflammatoire, mais en gros, quand vous avez vos douleurs, ça va créer une inflammation dans l'organisme, ce qui est complètement normal. Encore une fois, c'est la réponse aux hormones. Donc, pour limiter cette inflammation-là, c'est hyper important d'avoir une alimentation donc, assez riche en fruits, en légumes et en fibres, et de limiter donc, les produits transformés qui ont tendance à augmenter l'inflammation de l'organisme naturellement et par la suite, ça va empirer les douleurs. Si vous avez trop de graisse de mauvaise qualité, trop de sucre de mauvaise qualité, forcément, ça va empirer vos douleurs aussi sur le long terme. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais je dis juste qu'il faut faire plus attention. Si vous êtes quelqu'un qui a des douleurs menstruelles très importantes, on va faire vraiment un gros focus sur les aliments qui, en excès, sont inflammatoires. Donc, les aliments qui vont causer plus de douleurs, ça peut être le gluten, le sucre, l'alcool, le café, le lactose, les fibres crues, les oignons, les choux, les choses comme ça. Si je détaille un petit peu, le gluten, on est dans une génération où on en consomme beaucoup. Le matin, c'est beaucoup de pain, d'avoine, enfin voilà. Le midi, c'est souvent des pâtes, de la semoule, enfin voilà, on a tendance pareil à en consommer beaucoup. Et puis le soir, des quiches, des lasagnes. Donc même si vous avez une alimentation assez équilibrée, ça peut avoir un impact. Si vous avez trop de gluten dans votre alimentation, ça peut empirer les douleurs. Il ne faut jamais supprimer complètement le gluten parce qu'à réintroduire, c'est 10 fois pire. Donc, on ne le supprime pas, mais par contre, on fait plus attention. Le gluten n'est pas mauvais pour la santé, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, comme le lactose, on a tendance à dire c'est mauvais, le lait de vache, etc. C'est faux. Sachez que d'un point de vue scientifique,
il n'y a pas d'études à ce sujet et que en fait, ça a été un peu inventé pour un certain business. Mais en tout cas, le lactose et le gluten, vous pouvez en consommer, mais ce qui peut poser problématique, c'est l'excès. On en revient toujours à l'excès. Et en fait, pendant votre année prémenstruelle, vous allez avoir envie de choses plus grasses et plus sucrées, et donc généralement de gâteaux, etc. Donc vous allez avoir plus de gluten en fait dans votre alimentation parce que vous en avez envie, et c'est ça qui peut empirer les douleurs. Donc on essaye de diminuer le gluten. Généralement, j'essaye de dire une dose de gluten par jour si vous avez vraiment, encore une fois, des douleurs importantes. Ça veut dire, voilà, si vous mangez du pain le matin, le midi, vous mangez du riz et le soir, des pommes de terre. Mais d'essayer vraiment de varier. L'excès de sucre, c'est limite le plus dur à gérer parce qu'on me dit oui, mais moi, c'est hyper compliqué, j'ai des grosses envies de sucre. Alors, encore une fois, si vous arrivez à garder une alimentation équilibrée tout le long du cycle, manger suffisamment, plus avoir un bon apport en protéines, normalement, vous allez avoir beaucoup moins envie de sucre. Mais en tout cas, si vous en avez envie, pensez à toujours manger votre carré de chocolat avec un fruit, vos petits gâteaux avec un fruit. En fait, couplez généralement votre aliment sucré avec un fruit, ça permet de ne pas retourner en quantité hyper importante dans les gâteaux. Donc, ça marche plutôt bien. Alcool, café, ça pour le coup, quand j'ai des patientes qui ont des douleurs importantes, suppression. Ça, c'est des aliments que vous pouvez supprimer. Si vraiment, voilà, chez vous, ça joue, ça peut avoir un impact. Le lactose, ça peut surtout avoir un impact sur les gonflements de ventre. Et si, en fait, vous êtes sujette un peu aux diarrhées pendant que vous avez vos règles, ça peut un peu empirer. Donc, vous pouvez diminuer le lactose. Pareil, pas de suppression. Si vous n'avez pas d'allergie, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez en consommer encore un peu. Fibres crues, oignons, etc. C'est pour les personnes qui vont surtout souffrir de ballonnements et troubles digestifs aussi pendant le syndrome prémenstruel, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont très dures à digérer et ça peut empirer vos douleurs. Donc, on essaie de faire attention à tout ça et voilà, après, vous testez. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas vous donner un protocole exact à respecter parce que ça va dépendre de vos symptômes, ça va dépendre de l'ampleur de vos symptômes et ça va dépendre de votre alimentation dans la globalité. Pour le coup, moi, je le vois, toutes les femmes que j'accompagne, je pense que je n'ai pas un protocole au niveau de la micronutrition qui se ressemble, tellement c'est variable d'une femme à l'autre. Un point très important qu'on a tendance à oublier dans notre alimentation, c'est l'apport en oméga 3. Les oméga 3, c'est quand même une des molécules les plus importantes au niveau cardioprotecteur, cerveau, neuroprotecteur, etc. Et c'est surtout une molécule qui est très anti-inflammatoire. Et comme je l'ai dit, quand on a des syndromes prémenstruels, on a tendance à avoir du coup un terrain inflammatoire un peu plus important. Ces oméga 3-là, on va les retrouver dans les poissons gras, les maquereaux, les sardines, dans les huiles de colza, de lin, de noix. Voilà, c'est très important. Normalement, on conseille une cuillère à soupe d'huile riche en oméga 3 par jour et on essaie d'avoir 2 poissons gras par semaine. Et ça, c'est les recommandations pour tout le monde, tout le temps, toute l'année, pour en fait éviter d'avoir du coup un déficit en oméga 3. J'ai conscience qu'on est dans une génération où le maquereau et les sardines ne font plus trop partie de notre alimentation. Donc, c'est hyper important généralement de prendre un complément alimentaire en oméga 3 si vous avez du mal à atteindre ces besoins. Et en fait, ça va vraiment vous aider à limiter l'inflammation de façon générale. Et ça peut, en fait, vous pouvez en fait avoir des douleurs au niveau menstruel qui peuvent être la cause de juste un déficit en oméga 3. Faites des collations, comme je l'expliquais tout à l'heure, votre appétit, il augmente. Donc, en fait, si vous avez besoin de faire un peu plus de collations, c'est OK. On reste sur des collations équilibrées, parce que c'est pareil, on a tendance à dire « Oh là là, de toute façon, je vais avoir mes règles, donc hop, je vais faire un paquet de gâteaux. » Non, vous pouvez vous faire 2 petits gâteaux que vous aimez bien, vous couplez ça avec un fromage blanc et un fruit. On a tendance un peu aussi à être quand même dans l'extrême, dans le sens où on met tout sur le dos de nos règles parce qu'en fait aussi on nous parle de ça, on dit « Oh là, t'as des pulsions de sucre ?» Bah oui, c'est sûr, tu vas en avoir. Et donc du coup on se dit « Bon, de toute façon c'est mes règles, donc vu des pulsions de sucre pour des pulsions de sucre, c'est pas grave. » Mais en fait non, vous pouvez quand même essayer d'avoir un bon équilibre qui va vous permettre de limiter vos pulsions de sucre. Encore une fois, je ne suis pas du tout sur la suppression des gâteaux qui vous font plaisir, mais juste on essaye de les intégrer de manière un peu plus équilibrée. On essaie d'avoir un bon apport en protéines, donc ça, comme je l'ai dit, avoir un apport en fruits et en légumes suffisant. Alors ça, c'est pour limiter les douleurs, mais aussi parce que du coup, à cause du terrain inflammatoire, vous abîmez vos cellules dans tout votre corps. Donc c'est pas très grave, hein, vos cellules, elles se régénèrent tout le temps, hein, mais on a ce qu'on appelle des antioxydants. Et les antioxydants, c'est ce qui permet de protéger vos cellules de cette inflammation-là, si vous voulez. Donc, c'est hyper important de manger suffisamment de fruits et de légumes pour que votre corps se sente protégé du terrain inflammatoire que peut causer le cycle menstruel. Et à l'approche des règles, je conseille généralement
de consommer des féculents complets, pâtes, riz, pain, etc. J'ai pas du tout l'habitude de le mettre en avant dans mes prises en charge de façon générale parce que je pars du principe qu'il faut varier, que les féculents blancs ne sont pas meilleurs que les complets et inversement. Mais pourquoi à l'approche des règles? C'est tout simplement parce que c'est riche en vitamines du groupe B, donc les B1, B2, B3, sauf la B12 qu'on retrouve que dans les produits animaliers. Et en fait, ces vitamines du groupe B, on a conscience qu'elles vont avoir un impact sur votre sécrétion de la sérotonine, la dopamine, sur le relâchement musculaire. Donc ça va permettre en fait d'avoir moins de douleur et surtout d'être mieux au niveau nerveux. Donc c'est pour ça que généralement, à l'approche du cycle, vous pouvez passer sur des féculents un peu plus complets ou semi-complets si vous avez un peu plus de difficulté à les digérer parce qu'elles contiennent plus de vitamines et minéraux et qu'elles sont plus intéressantes. Et en plus de ça, elles ont un apport en fibres aussi qui font que c'est un peu plus rassasiant, donc vous allez avoir moins de fringales. Voilà, ça c'est vraiment la partie, on va dire, alimentation. Si vous respectez ça, ça peut bien se passer. Si vous voyez que malgré tout ça ne va pas, je vous invite toujours à consulter une diète ou votre médecin si c'est vraiment catastrophique. Mais voilà, n'ayez pas peur de consulter. Normalement, on est censé pouvoir vous aider sur cette partie-là de votre vie. Par rapport à la micronutrition, alors, je suis allée droit au but. Ça veut dire que je n'ai pas cherché à vous mettre 1001 protocoles différents. J'ai pas mis non plus de laboratoire parce que du coup avec Simplicure, je sais que moi j'aime bien parler en fait des protocoles micronutrition et je vous mettrai un protocole à respecter sur l'application, enfin sur le site où vous aurez protocole cycle menstruel et du coup vous aurez les marques que je vous conseille. Mais en tout cas, généralement en magnésium, je vais sur NHCO, NutriPure, Nutergia. C'est les 3 que je conseille le plus souvent. Et pour les oméga 3 et la vitamine D aussi, sincèrement, c'est 3 très bons labos. Donc la carence en magnésium, comme je l'ai dit, elle peut augmenter clairement les douleurs du syndrome prémenstruel. Le magnésium, c'est à prendre tout le temps, toute l'année. On me demande souvent, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Non, sachez que vous pouvez le prendre tout le temps, toute l'année. Et en fait, en le prenant tout le temps, toute l'année, ça va vraiment diminuer vos douleurs menstruelles. Les oméga 3, donc comme je dis, ça augmente les douleurs et le terrain inflammatoire. Donc si vous avez besoin d'en prendre parce que vous n'avez pas une alimentation suffisamment riche en oméga 3, dans ces cas-là, vous pouvez. La vitamine D, qui est un excellent régulateur hormonal et anti-inflammatoire, parce qu'elle rentre aussi dans la sécrétion de vos hormones sexuelles. Très très importante. On est quasiment tous carencés en vitamine D en fonction de là où vous habitez, mais si vous n'êtes pas exposé au soleil 15 minutes par jour, vous avez de fortes chances d'être carencé en vitamine D. Et ça peut avoir un impact. Donc ces choses-là, c'est à prendre tout le temps, parce qu'en fait, la micronutrition, il faut quand même avoir conscience que ça ne fait pas un effet one-shot comme un traitement où hop, j'ai mal au ventre et ça passe. Non, c'est quand même quelque chose d'hyper important de les avoir tout le temps. Moi, il faut savoir que j'ai quand même des patientes où on était sur des traitements où sur leur cycle, elles prenaient 7 à 8 Antalis quand elles avaient leurs règles. Et aujourd'hui, où elles n'en prennent plus du tout parce qu'on a bien rééquilibré au niveau micronutrition, plantes et alimentation. Donc, ça peut vraiment bien fonctionner. Vitamine du groupe B, alors ça peut se trouver en complément alimentaire si vous avez une alimentation qui est trop pauvre en fibres, en vitamines, mais sincèrement, essayez de passer par l'alimentation. On va la retrouver beaucoup, comme je disais, dans les féculents complets, mais dans les fruits et légumes à feuilles vertes également. Donc ça permet la production des neurotransmetteurs, donc surtout de la sérotonine et de la dopamine, qui sont indispensables pour le bien-être. Donc là, c'est vraiment la base de la base. J'ai pas abordé des compléments, par exemple, comme le tryptophane, qui est très intéressant, mais que je mets de manière très ponctuelle, en fait, chez des patientes qui vont avoir des moments où elles se sentent vraiment plus tristes. Le tryptophane aide un peu à se ressentir davantage mieux parce qu'il permet la sécrétion de la dopamine. Donc voilà, je ne l'ai pas mis parce que là, je suis vraiment partie sur la base qui va convenir à tout le monde, mais sachez qu'on peut encore ajouter d'autres compléments en fonction de votre problématique. Au niveau des plantes, c'est un peu pareil. Je vais être bloquée dans le sens où je ne vous connais pas, donc j'ai essayé de parler de tout, on va dire, pour que vous puissiez après trouver ce qui vous convienne. Je vous ai mis mes préférés. Il y en a plein, mais moi j'ai mis celles que je préfère. Donc je travaille beaucoup avec l'achillée millefeuille, qui est une plante idéale pour des patientes qui ont des règles abondantes et douloureuses. Généralement, on va le commencer première partie, voilà, 2-3 jours avant nos règles, c'est assez intéressant. Si vous arrivez un peu à avoir votre pic d'ovulation, c'est assez intéressant de le commencer entre l'ovulation et vos règles, en fait, pour éviter les règles abondantes et les douleurs.
Donc ça permet vraiment de les mettre au bon moment. Attention, pas si projet bébé, parce que c'est une plante qui ne convient pas si on est en projet bébé. De toute façon, les plantes, si vous êtes en projet bébé, on évite dans tous les cas, parce que c'est des plantes en fait qui ça, pour le coup, ça stimule vraiment au niveau oestrogène, progestérone, donc il faut faire assez attention. Si vous êtes quelqu'un qui manque d'œstrogène, alors comment est-ce que vous pouvez voir si vous manquez d'œstrogène, de progestérone, etc. Vous pouvez faire des prises de sang, voir avec votre gynécologue. Si vous prenez la pilule, ça ne sert à rien, car du coup, en fait, la pilule lisse les hormones. Mais si vous êtes sans moyen de contraception, ça peut être vraiment intéressant. C'est des prises de sang qu'on fait généralement le 2 ou 3e jour du cycle, donc 2 ou 3e jour pendant vos règles, pour voir comment est-ce que vous êtes au niveau oestrogène, progestérone. Mais du coup, si vous avez un manque d'œstrogène, généralement, c'est quand on a une ovulation qui est très courte, donc de 48 heures. Vous le voyez au niveau de vos glaires. Et si vous avez du coup un manque d'œstrogène, ça veut dire que vous avez des cycles plutôt longs, des règles qui vont être longues. Et dans ces cas-là, la sauge ou le trèfle rouge fonctionnent très bien. Moi, perso, je travaille très souvent avec la sauge. Toutes ces plantes-là, vous pouvez les trouver en infusion. Au niveau de la posologie, on est sur une cuillère, c'est la même chose pour toutes, hein. Une cuillère à soupe par tasse et on laisse infuser 10 minutes à hauteur de 2 tasses par jour en moyenne. Donc la sauge, après, on peut la trouver en infusion, on peut aussi la trouver sous forme d'huile essentielle, de sauge sclarée, ça s'appelle exactement, où là, du coup, on va être sur des massages au niveau du bas-ventre. C'est assez intéressant quand on cherche à déclencher des règles, quand en fait quand je parle de cycle long, c'est pas les règles qui sont longues, c'est l'absence de règles. Par exemple, vous allez avoir 35 jours sans vos règles, mais en fait, ça va vraiment vous aider à déclencher vos règles. Les feuilles de framboisier et l'onagre qu'on peut prendre tout le long des règles pour limiter les spasmes. Donc ça, généralement, je le commence le premier jour des règles et jusqu'à ce que les douleurs s'atténuent. À savoir que l'onagre, ça, vous pouvez le prendre en capsule. Pour le coup, j'ai pas de marque en particulier parce qu'on les trouve très facilement en pharmacie ou en magasin bio. Mais en tout cas, voilà, l'onagre, ça permet aussi de diminuer les tensions mammaires. Si vous avez des douleurs, voilà, vous pouvez prendre de l'huile d'onagre. Les orties et le framboisier, généralement, je conseille surtout l'ortie pour ça. C'est pour les patients qui ont des carences en fer très importantes dues à des pertes de sang importantes. L'ortie, c'est une des plantes les plus riches en fer, même s'il existe plusieurs types de fer plus ou moins bien assimilés. L'ortie, c'est merveilleux pour ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a des règles très abondantes, et ben, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment prendre des infusions d'ortie. Et la dernière, ça va être l'alchémile, à ne pas confondre avec Achillée millefeuille, c'est encore une autre plante, qu'on va prendre généralement après l'ovulation. Si vous êtes en projet bébé, c'est hyper intéressant dans les chances de concevoir parce que du coup, elle soutient la progestérone et comme je dis, la progestérone, c'est l'hormone de la gestation. Donc, ça va vous permettre d'améliorer cette gestation-là. Donc, vous pouvez la commencer après l'ovulation. Et c'est surtout que ça peut aussi permettre de prévenir les syndromes prémenstruels parce qu'en fait, comme j'ai dit, hein, généralement, notre syndrome prémenstruel vient de la chute de la progestérone. Et du coup, la chéline permet un petit peu de lisser tout ça et de ne pas avoir de chute. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, ça permet d'éviter les syndromes prémenstruels, les règles abondantes et douloureuses. Moi, voilà, c'est limite celle que j'utilise le plus, sincèrement, avec le framboisier. En gros, si vous voulez un peu savoir comment est-ce que vous pouvez les utiliser, j'aime bien, moi, commencer l'alchimile après l'ovulation jusqu'au premier jour des règles. Et après, si on a encore des petites douleurs, des petits spasmes, des choses comme ça, je passe sur des infusions de feuilles de framboisier du premier jour des règles jusqu'à ce que les douleurs passent. Et si par contre, je vois que j'ai une patiente qui est très carencée, je fais un mélange ortie, feuilles de framboisier en 50-50, comme ça vous pouvez prendre un petit mélange des deux. Et l'onagre, si vous avez des douleurs de règles, des douleurs mammaires, je le prends sous forme de capsule. J'espère que c'est assez clair, mais voilà. Après, si vous avez des questions, je resterai de toute manière disponible. Et donc, en conclusion, bien vivre son cycle, ça nécessite une bonne hygiène de vie constamment, vraiment constamment. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la partie sport, hydratation, mais sachez que faire du sport, c'est important. Mais si vous avez des douleurs de règles, on limite les sports intenses et on pratique plutôt des sports doux, surtout à l'approche du cycle. Hydratation pour diminuer le terrain inflammatoire. Donc, c'est vraiment une bonne hygiène de vie. C'est pas que l'alimentation, c'est le sport, c'est le stress, c'est le sommeil. Plus vous êtes embêté au niveau de vos symptômes, sachez que si vous êtes vraiment bien dans votre hygiène de vie, vous vivrez beaucoup mieux votre cycle.
On essaye d'avoir une alimentation adaptée pour avoir le moins de symptômes possible. Donc, on adapte en fonction de est-ce que j'ai plus de diarrhée, est-ce que j'ai plus de ballonnement, est-ce que j'ai plus de rétention d'eau, est-ce que j'ai besoin de diminuer le gluten, pas le gluten. Il faut que vous testiez de toute façon ce qui vous convient. On sait que les carences micronutritionnelles peuvent empirer le syndrome prémenstruel, donc hyper important d'être OK avec ça et d'avoir cette notion de complément alimentaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va mettre en avant les compléments alimentaires constamment et en vendre, en voici, en voilà. S'il en faut pas, il en faut pas. Mais pour le coup, quand il en faut, il en faut. Et les plantes peuvent être de super régulateurs hormonaux. Voilà, j'espère que du coup, vous en avez appris un petit peu plus sur tout ça. Donc, du coup, Voilà. Merci Pauline pour cette belle présentation. Je me ouais, permets de réapparaître. C'était très très clair. Il y a tout de même eu quelques questions hein, qui ouais, sont très pertinentes et intéressantes. Je ne les ai pas supprimées, je les ai juste déplacées. Donc oui. elles étaient dans la Ah ouais, tu as discussion, raison. maintenant elles sont dans le Q&A. Ouais, Si tu les vois, tant mieux. Si tu les vois pas, ouais, je les vois, préviens-moi. c'est bien. Je te laisse 2-3 petites minutes pour les consulter, peut-être préparer tes réponses, d'accord? Ouais, je vais reprendre Ouais. tout là, mais OK. Et n'hésitez pas à encore poser vos questions en attendant. Moi, pendant ce temps-là, je vais rapidement vous présenter la plateforme Simplicure. Ça va durer deux petites minutes pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Je vous rappelle aussi que le replay, la présentation et les protocoles de Pauline seront disponibles sur la plateforme. Donc voilà, je vais directement vous parler de Simplicure pendant que Pauline prépare les réponses. Alors, Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet de recommander vos marques de compléments alimentaires favorites. Alors, on a environ une centaine de marques disponibles, donc voici déjà quelques marques. Évidemment, les marques que Pauline a mentionnées, elles sont disponibles. Donc, tu as mentionné NutriPure, NHCO, etc. Ce sont des marques qui sont disponibles chez nous. Donc, c'est plus ou moins 1500 références aujourd'hui, une centaine de laboratoires. Grâce à Simplicure, en fait, vous facilitez vraiment la recommandation et l'achat, enfin la recommandation pour vous et l'achat pour le client. Vous offrez des réductions jusqu'à 15%. Le fait de pouvoir tout acheter à un endroit, c'est super facile. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est la première fois que j'envoie ça, que j'utilise la plateforme, pardon. Alors, hop, screen, voilà. Pour vous montrer comment ça marche. Pauline, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. Ok, super. Je te dérange pas, hein, tu peux continuer à préparer tes Non, questions, c'est bon. mais comme ça au moins j'ai une réponse rapide. Donc voilà, la plateforme, c'est une plateforme qui est gratuite. Hein, donc l'écran d'accueil est ceci, vous avez tout l'historique des webinars que vous pouvez regarder en replay avec une académie qui est disponible un peu plus haut ici à droite avec tous les slides. Donc vraiment, on donne des formations chaque semaine, c'est hyper intéressant. On a évidemment le catalogue et dans ce catalogue, vous allez retrouver les 1500 produits. Alors pour recommander des produits, c'est très simple. Vous cliquez sur créer une recommandation. Vous ajoutez les produits en choisissant parmi les 1500 produits. Vous avez des filtres intelligents. Vous pouvez évidemment chercher par objectif santé. Si je tape SPM, voilà, j'ai le syndrome prémenstruel. J'ai également équilibre hormonal. J'ai accès à mes favoris. En fait, on peut créer des favoris hein, pour mieux organiser son catalogue. Je me suis créé deux petites sections ici. Voilà, cycle menstruel. J'ai évidemment les oméga 3 de NutriPure, le magnésium de NHCO que Pauline a mentionné tout à l'heure. Je vais rapidement voilà, j'ai aussi de la gémothérapie, le framboisier aussi qu'elle avait mentionné. Une fois que ma recommandation me convient, je peux donc ajouter des petites notes, des petits conseils, comme elle a mentionné à la fin. Par exemple, commencer par le framboisier ou terminer par la chimie ou des choses comme ça. Je me souviens plus exactement de ce qu'il fallait faire. On a un petit tableau récapitulatif des apports nutritionnels. On a également des protocoles. Donc, en fait, on peut choisir des protocoles qu'on va mettre à disposition. On va mettre tes protocoles ici. Il va s'appeler non, il va pas s'appeler syndrome prémenstruel, mais moi je me suis créé un protocole syndrome prémenstruel et je peux donc utiliser les protocoles comme base de recommandation. Ensuite, je sélectionne mon client ou mon patient. On n'est pas obligé d'en créer un et ensuite j'envoie la recommandation. Le client reçoit la recommandation et donc peut commander tous ses produits à un seul endroit. On peut également imprimer sa prescription, enfin sa recommandation de produit et la donner en personne physique.
On a également d'autres systèmes pour les gens qui n'aiment pas utiliser une plateforme au quotidien. On peut imprimer ses bons de commande personnalisés en offrant tout à fait des réductions à son client. Ce bon de commande peut ensuite être donné au client pour qu'il puisse passer commande de son côté sans passer par une recommandation qui est faite en ligne. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Je vais repasser sur les slides. Comme je vous ai dit, le replay et les slides seront disponibles sur l'académie. Voilà, la plateforme est gratuite comme je vous disais. Ok, on passe aux questions-réponses. Ouais. Je ne sais pas dans quel ordre tu souhaites procéder. Tu commences par la question numéro 1 ou tu en as identifié quelques-unes qui te plaisent? Ouais, de toute façon, je vais faire un peu un global. Je vais voir ça. Donc, on m'a demandé si on pouvait conseiller de l'ortie, même si la personne était complémentée en fer. Oui, il n'y a pas de souci, on peut. Surtout en période de règles, hein, il n'y a pas trop de risque de faire une sursupplémentation en fer. Par contre, une fois que les règles sont passées, on passe à autre chose. Mais déjà, se complémenter en fer, prise de sang, je veux dire, ça sert à rien autant l'ortie, même si une patiente n'est pas carencée en fer, mais qu'elle a des règles abondantes, ça peut pallier les pertes en fer et ça peut être intéressant. Par contre, on ne prend pas de complément en fer si on n'est pas carencé en fer. C'est hyper important. Au niveau des pertes de sang en dehors des règles, alors c'est ce qu'on appelle donc du coup les spottings, qui sont entre souvent avant et ou après les règles. On peut dans ces cas-là, du coup au niveau des plantes, comme je le disais, hop, je vais revenir sur les diapos. On peut partir sur des plantes, comme soit la chimie qui aide quand même à bien réguler, parce que pareil, les spottings, on sait que c'est dû un peu au dérèglement hormonal, ou alors la chimie feuille. C'est vraiment en fonction des personnes. Par contre, après, il faut aussi, si c'est vraiment trop souvent et en plein milieu du cycle, moi j'invite toujours à consulter du coup le gynécologue qui saura plutôt quoi faire. On me demande, lors de mon SPM, j'ai des douleurs à la poitrine durant 2 semaines avant mes règles. Dans ce cas-là, l'huile de nacre que tu conseilles? Ouais, exactement. On peut prendre de l'huile de nacre et tu peux la prendre dès que tu commences à avoir des tensions un peu plus importantes au niveau mammaire. Qu'est-ce qu'on pense des pilules en continu, type Optimisate, en cas d'adénomiose, car du coup, plus de règles, plus de syndrome prémenstruel? Alors, je ne suis pas du tout une anti-pilule, je vais peut-être me faire taper par les doigts par les personnes qui sont contre la pilule, mais pas du tout, hein. La pilule aujourd'hui, en cas d'adénomiose, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, des filles qui ont des syndromes prémenstruels beaucoup trop importants, c'est hyper intéressant, c'est un traitement hormonal dans ces cas-là, et il n'y a pas de mal. Je veux dire, Optimisate, c'est une très bonne pilule, c'est une pilule progestative, donc il n'y a pas d'inquiétude, on peut la prendre et oui, en effet, ça permet de calmer les douleurs et ça fonctionne très bien comme ça. Donc si chez toi ça fonctionne, faut la garder. On me demande quelles sont les différences de symptômes pour reconnaître un métabolisme en hyperoestrogénémie ou au contraire en hypo, puisque dans les deux cas, le syndrome prémenstruel est plus marqué. Et bien dans ce cas-là, on fait une prise de sang. C'est le plus intéressant, faire la prise de sang hormonale au niveau oestrogène-progestérone et de voir où en fait on s'y retrouve. Il faut demander à son médecin, mais généralement c'est les prises de sang qui sont du coup remboursées par la Sécu, donc il n'y a pas de souci. On me demande des conseils pour l'endométriose. Pour le coup, là, c'est pas du tout le webinaire accès endométriose. À la rigueur, quand on a des douleurs, on peut prendre des feuilles de framboisier. Mais par contre, pour le coup, l'endométriose, c'est trop perso. Il y a trop de cas de types d'endométriose. J'ai envie de dire, une fille a un type d'endométriose différent. Donc, moi, j'invite toujours à consulter pour l'endométriose parce que c'est une pathologie et que les pathologies, c'est important de consulter quand même. Aménorrhée post-pilule, quelles plantes peuvent aider? L'aménorrhée post-pilule, c'est normal. Si c'est inférieur à 3 mois, pas d'inquiétude. Si c'est supérieur à 3 mois, on consulte son médecin. Mais pour t'aider du coup à relancer un petit peu tout ça, tu peux prendre de la sauge en infusion ou de la sauge sclarée en huile essentielle. Il faut que tu te masses le bas-ventre matin et soir avec un petit peu d'huile végétale type amande douce, quoi que ce soit. C'est hyper intéressant. Donc, tu peux, généralement, ça aide à bien déclencher tout ça. Qu'est-ce que je pense du complexe Cycladis de chez NHCO, justement? Il est sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Très intéressant. Je l'ai testé chez certaines patientes et chez qui fonctionne bien. Je ne suis pas très fan d'habitude des complexes pour calmer les douleurs de règles et tout, parce que les retours ne sont pas incroyables. Mais le Cycladis, comme tout chez NHCO, j'ai envie de dire, il est très qualitatif. Donc, j'ai des bons retours, des bons retours. Pour les plantes, ce que je recommande en marque, j'ai pas de marque particulière parce qu'en fait, vous pouvez aller en magasin bio ou en herboriste prendre en infusion vrac. Donc pour le coup, il faut juste que ça soit bio. Mais après, vous pouvez aller chez votre herboriste ou en magasin bio et vous les trouverez assez facilement.
On me dit pas de complément d'oméga 3 pendant les règles car ça augmente les pertes de sang. Normalement, ça non, pour le coup. J'ai jamais eu d'études à ce sujet-là, mais moi non. Alors, les produits laitiers égale riches en graisses saturées, donc inflammatoires. Évincer les produits laitiers à l'approche des règles, ce n'est pas le bon moyen de diminuer l'inflammation et donc les problèmes associés. Si, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on pouvait diminuer les produits laitiers par le lactose. Après, par contre, c'est pas des graisses saturées dans les produits laitiers. Il n'y a pas assez de graisse dans les produits laitiers pour que ce soit des graisses saturées. À l'inverse du fromage, par exemple, qui lui est clairement composé de graisses saturées majoritairement. Mais un yaourt, du fromage blanc, des choses comme ça, il y a quasiment pas de graisse. Il y a genre 2 ou 3 grammes de graisse. C'est plus le lactose qui peut avoir un impact sur le transit et l'excès de produits laitiers. J'insiste vraiment sur l'excès de produits laitiers. Si vous êtes à 4-5 produits laitiers par jour, oui, on diminue à 1-2, mais pas besoin d'être encore sur du zéro, quoi. Alors, d'un point de vue chronobiologique et pour la bonne synthèse des neurotransmetteurs, il me semble qu'il est préférable de ne pas consommer de protéines le soir, mais plutôt privilégier un repas type glucides lents plus légumes. Non, ça pour le coup, d'un point de vue... Alors, la chronobiologie n'a aucune preuve scientifique. Moi, je suis très scientifique, hein. Je me base que sur la science et sur les choses concrètes. Donc, il n'y a pas du tout de preuve là-dessus. Et à l'inverse, les protéines le soir permettent surtout alors, pas forcément les viandes rouges qui peuvent être dures à digérer, mais les œufs, les légumineuses, des choses comme ça sont indispensables car elles permettent la sécrétion de la dopamine et de la sérotonine et du coup aident aussi à avoir un bon sommeil. Donc vraiment hyper important d'avoir des protéines maigres et faciles à digérer, j'insiste là-dessus, le soir. Et de toute manière, je rappelle que l'apport en protéines, c'est entre 0,8 et 1,2 g par kilogramme de poids de corps en fonction de ce que vous faites. Si vous n'en avez pas le soir, vous n'arriverez pas à les avoir suffisamment et vous allez avoir des envies de sucre le lendemain, ça va se répercuter. On me demande si la faim peut être valable dans le cas de la ménopause. Évidemment que oui, parce que la ménopause, c'est des chutes hormonales. Donc oui, bien sûr, vous risquez d'avoir beaucoup plus faim pendant la ménopause. Et si ça arrive, pareil, je vous invite à consulter. Quand je dis consulter, c'est pas forcément moi, consulter une diète de façon générale. Transit modifié pendant les règles et pourquoi? Alors comme je l'expliquais, c'est à la cause des chutes. Donc généralement, on est plus constipé à l'approche, entre l'ovulation et les règles parce que du coup, il y a moins de spasmes en fait musculaires qui font que ça crée un petit peu de constipation et on a un transit qui va être plus axé sur la diarrhée par la suite parce qu'en fait, la rétention d'eau commence à partir, vous avez beaucoup plus d'eau dans l'organisme et du coup, ça cause des diarrhées un peu plus. Donc je pense que là, sur la Q&A, j'ai bien fait. Est-il possible d'avoir le replay? Donc il y aura tous les replays, ça c'est ce qu'on a dit au début. On m'a dit attention, la sauge en cas de cancer hormonodépendant, bien toutes les plantes. Toutes les plantes, si dans la famille vous avez eu des cancers du sein, on évite dans tous les cas. C'est hyper important. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé et c'est très important d'en avoir conscience. Non, je pense qu'après on a été plutôt pas mal. Très bien. Bah, écoute, si jamais de toute façon, si jamais Pauline a un peu de temps et qu'on trouve d'autres questions qui n'ont pas été répondues, on pourra vous les envoyer par email. Donc on vous fera un suivi par Ouais, il n'y a pas de souci. sinon, comme on l'a dit déjà maintes fois, le replay et les slides, parce que j'ai quand même encore eu des questions, sont disponibles sur l'académie de Simplicure. Hein, il suffit simplement de s'inscrire, c'est gratuit. En plus de ça, comme j'ai dit, on retrouvera les protocoles de Pauline, donc au niveau des plantes et de la micronutrition. Ouais. Et vous avez accès aussi à tout le catalogue, donc des 1500 références. Pauline, un tout grand merci. De rien, avec plaisir. Intéressant. On a eu plein de questions, plein d'interactions, donc les gens étaient vraiment intéressés. Ça fait 2 fois que tu nous fais un super webinaire, donc j'espère qu'on pourra t'accueillir à nouveau. Bah, avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Génial. Merci à tous pour votre participation. On va maintenant fermer la session et vous recevrez un email par la suite. Voilà. À bientôt en tout cas, merci. Salut à tous. Merci, au revoir.